Vous ne vous attendiez pas à me voir descendre de mon jet privé, n'est-ce pas? Les mots sortirent de ma bouche avec un calme que j'avais répété pendant 20 ans. Ils étaient là, mes parents, debout à l'entrée de la même maison coloniale blanche dont ils m'avaient expulsé quand j'avais seulement 18 ans. Le visage de ma mère, Margaret, pâlit comme si elle avait vu un fantôme. Mon père, Robert, laissa tomber le tuyau d'arrosage qu'il tenait pour arroser le jardin. L'eau coula sur le trottoir tandis qu'il me regardait marcher vers la porte d'entrée, vêtu d'un costume italien qui coûtait plus cher que ce qu'il gagnait en 6 mois. Je m'appelle Nathan Turner et, à 38 ans, je possède une entreprise technologique évaluée à 500 millions de dollars. Mais il y a 20 ans, je n'étais qu'un garçon effrayé qui avait osé dire non au projet que ses parents avaient tracé pour sa vie. Nathan, a murmuré ma mère, comme si prononcer mon nom pouvait me faire disparaître à nouveau. Surpris? Ai-je demandé en m'arrêtant à quelques mètres d'eux. Je pensais que vous aimeriez savoir comment cette histoire s'est terminée. Vous vous souvenez? Quand vous m'avez traité de raté et m'avez chassé parce que j'ai refusé d'épouser Victoria Walsh. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais voir leurs esprits s'agiter, essayant de traiter l'information. Le fils qu'ils avaient rejeté comme une erreur se tenait là, rayonnant de succès. Tu es revenu, balbutia mon père. Temporairement, répondis-je en serrant les poings. Je suis en ville pour inaugurer mon nouveau bureau. Vous savez, cet immeuble de 20 étages dans le centre-ville? Je viens de l'acheter content. 20 ans plus tôt, tout avait commencé par une dispute qui allait changer ma vie à jamais. Je venais d'obtenir mon diplôme d'études secondaires avec des notes exemplaires, une bourse d'études complète pour le MIT et le rêve de créer ma propre entreprise de logiciels. Ma passion était la programmation. Je passais des nuits entières à créer des codes, à imaginer des applications qui pourraient révolutionner le monde. Mais mes parents avaient d'autres plans. Nathan, assieds-toi, m'avait dit ma mère ce jour fatidique de juin. Nous avons une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Je n'étais rentré à la maison que 2 semaines après la remise des diplômes, impatient de commencer mon aventure à Boston. J'avais vendu mon ordinateur portable d'occasion et quelques jeux pour acheter du matériel d'études avancé. J'étais déterminé à me démarquer au MIT dès le premier jour. La famille Walsh possède le plus grand réseau de concessionnaires automobiles de l'État, m'avait expliqué mon père, les yeux brillants d'une cupidité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Robert Walsh et moi avons conclu un accord très avantageux. Quel genre d'accord? Avais-je demandé, une sensation étrange se formant dans mon estomac. C'est alors que ma mère avait esquissé ce sourire que je reconnaissais désormais comme de la pure manipulation. Tu vas épouser Victoria Walsh à la fin de l'été. C'est une union parfaite. Elle est belle, bien éduquée et tu auras l'assurance d'un avenir prospère dans l'entreprise familiale. Le monde s'est arrêté. Littéralement. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ai-je demandé, espérant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Il n'y a rien de drôle là-dedans, a rétorqué ma mère, sa voix prenant ce ton glacial que je connaissais si bien. Victoria a 19 ans, elle a fait ses études dans des écoles privées et elle fera une épouse parfaite. Tu devrais être reconnaissant de cette opportunité. Reconnaissant. Le mot est sorti comme un cri. Vous parlez d'une personne que je connais à peine. Et j'ai une bourse pour le MIT. Je vais étudier l'ingénierie logicielle. Baliverne, a dit mon père en agitant la main, comme si mes rêves étaient des mouches agaçantes. La programmation, c'est pour les nerds de solitaire. Tu as besoin d'une vraie carrière, avec de vraies personnes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes parents ne m'avaient jamais considéré comme un individu. Je n'étais qu'un pion dans leur jeu d'échecs social, un moyen de gravir les échelons économiques de notre petite ville. Je ne ferai pas ça, ai-je déclaré en me levant. Je ne vais pas abandonner mes rêves pour épouser une inconnue. La gifle fut si rapide que je ne la vis même pas venir. La paume de ma mère frappa mon visage avec suffisamment de force pour faire tourner ma tête sur le côté. La brûlure se propagea sur ma joue comme un feu. « Tu es un garçon ingrat et égoïste », siffla-t-elle. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Et c'est à ce moment précis que quelque chose en moi s'est brisé. Pas mon esprit, mais mon illusion sur qui étaient vraiment mes parents. Si vous suivez cette histoire de dépassement de soi et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé le cours de ma vie. Car tandis qu'ils pensaient me détruire, ils étaient en réalité en train de créer l'homme qui reviendrait un jour leur montrer exactement quel était le prix à payer pour avoir sous-estimé leurs propres enfants. Tu devrais nous remercier à genoux, avait poursuivi ma mère, sa voix tranchante comme du verre brisé. La famille Walsh a de l'influence dans tout l'État. Victoria est éduquée, belle, et plus important encore, elle apporte une dot qui assurera notre avenir. Une dot. Ce mot m'avait frappé comme un coup de poing dans le ventre. Vous m'avez vendu, ai-je murmuré, la réalité me frappant comme une vague glaciale.
Vous m'avez littéralement vendu. Mon père s'est levé brusquement, le visage rouge de colère. Ne sois pas dramatique, Nathan. C'est un arrangement commercial tout à fait légitime. Robert Walsh a proposé un partenariat dans son entreprise en échange du mariage. Tu seras riche avant l'âge de 25 ans. Et si je ne veux pas être riche de cette façon? Ai-je crié en retour. Et si je veux construire ma propre vie? C'est alors que ma mère a ri. Un son froid et calculateur qui m'a glacé jusqu'aux os. Ta propre vie, se moqua-t-elle. Nathan, tu es un garçon de 18 ans sans argent, sans relation et sans véritable avenir. Tes petits rêves de programmation ne paieront pas tes factures et ne te donneront pas le respect dont un homme a besoin. Il a raison sur un point, ajouta mon père en croisant les bras. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Les gens comme nous ont besoin de stratégie pour gravir les échelons. Les Walsh nous ont offert cette opportunité en or. Les gens comme nous. Comme si nous étions une famille de réfugiés luttant pour survivre, et non des gens de la classe moyenne avec une maison et des voitures dans le garage. Quelle est ta part dans cette affaire? Demandai-je, la voix chargée d'une suspicion grandissante. Mes parents se regardèrent, et je vis une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité passer dans les yeux de mon père avant qu'il ne se ressaisisse. Robert Walsh m'a offert un poste d'associé minoritaire dans la concession principale, admit-il. Mais cela profite à toute la famille, Nathan. Pense à ce que cela signifie pour notre statut social, notre sécurité financière. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne, à part une femme que je connais à peine? Tu gagnes tout, répondit ma mère avec cette froideur que je commençais à reconnaître comme sa véritable personnalité. La stabilité, un revenu garanti, une famille établie. Victoria a déjà donné son accord. Elle comprend son rôle. Son rôle, répétai-je, horrifié. Être une bonne épouse, te donner des enfants, t'occuper de la maison, énuméra-t-elle comme si elle lisait une liste de courses. Des choses que font les vraies femmes, pas ces féministes modernes qui veulent rivaliser avec les hommes. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne connaissais pas vraiment mes parents. Ces personnes froides et calculatrices m'étaient étrangères. Où était le père qui m'avait appris à faire du vélo? La mère qui faisait des crêpes le dimanche? Ils avaient disparu, remplacés par des négociateurs impitoyables, prêts à sacrifier leur propre fils pour gravir les échelons sociaux. Je ne le ferai pas, répétai-je, plus fermement cette fois. Vous pouvez abandonner cette idée dès maintenant. La deuxième gifle vint de mon père. Plus forte que celle de ma mère, elle me fit bourdonner les oreilles et brouilla ma vision pendant quelques secondes. Tu le feras, grogna-t-il, son masque de civilité tombant enfin complètement. Ou tu peux oublier tout notre soutien. Sans notre aide, tu n'es rien, Nathan. Un garçon gâté qui n'a jamais travaillé de sa vie. Nous avons déjà prévu le dîner de présentation pour demain soir, a ajouté ma mère, sa voix reprenant son ton faux et mielleux. Victoria et ses parents viendront ici pour faire ta connaissance. Tu te comporteras comme un gentleman, tu la courtiseras comme il se doit et tu accepteras les fiançailles. Et si je ne viens pas? Alors tu pourras chercher un autre endroit où vivre, répondit-elle sans hésiter. Parce que nous n'élèverons pas un fils ingrat et désobéissant sous notre toit. La menace planait dans l'air comme une fumée toxique. Ils étaient vraiment prêts à me mettre à la porte pour ça. J'ai passé la nuit enfermé dans ma chambre, à réfléchir à mes options. Je pouvais appeler quelques amis, mais la plupart se préparaient pour l'université ou avaient déjà quitté la ville. Je pouvais essayer de parler à certains professeurs, mais quels conseils pourraient-ils me donner dans une situation aussi extrême? Le lendemain matin, j'ai tenté une dernière approche rationnelle. Maman, papa, ai-je commencé pendant le petit déjeuner? J'ai fait des recherches supplémentaires sur le MIT hier soir. Ma bourse couvre tout, le logement, la nourriture, les livres. Cela ne vous coûtera rien, et dans 4 ans, j'aurai un diplôme qui m'ouvrira des opportunités incroyables. 4 années gâchées, a murmuré ma mère sans lever les yeux de son journal. Pendant ce temps, Victoria se mariera avec un autre homme et l'opportunité avec les Walsh aura disparu. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Ça suffit, Nathan. Elle frappa le journal sur la table avec force. Ma décision est prise. Les Walsh arrivent à 7 heures ce soir, et tu seras là, bien habillé et avec une attitude respectueuse. Cet après-midi-là, pendant que mes parents se préparaient fébrilement pour le dîner, ma mère réorganisant la maison pour la 3e fois, mon père s'entraînant à parler affaires devant le miroir, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie à jamais. J'ai appelé le numéro que le MIT avait fourni pour les questions urgentes concernant les bourses. Oui, ici Nathan Turner, ai-je dit à la personne qui a répondu. Je voudrais confirmer mon acceptation de la bourse et me renseigner sur les possibilités d'hébergement d'urgence pour les étudiants en situation familiale difficile.
La conversation a duré 20 minutes. Quand j'ai raccroché, j'avais un plan. Il n'était pas parfait, mais c'était le mien. À 6h30 du soir, mes parents m'ont appelé pour que je m'habille. Ils ont trouvé ma chambre vide et une lettre sur mon lit. Chers parents, quand vous lirez ceci, je serai déjà en route pour Boston. J'ai accepté ma bourse au MIT et je vais commencer ma vie comme prévu. Je ne participerai pas à votre mariage arrangé et je ne reviendrai pas sur ma décision. Si un jour vous comprenez que vous avez essayé de sacrifier mon avenir pour votre cupidité, vous savez où me trouver. Nathan. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais entendu la conversation téléphonique entre mon père et Robert Walsh la veille au soir. À travers la fine cloison du bureau, j'avais entendu chaque mot sordide sur la façon dont ils se partageraient les « avantages » de mon mariage, y compris une somme précise qui serait transférée le jour de la cérémonie. 50 000 $. C'était apparemment mon prix. Alors que j'attendais à l'arrêt de bus avec seulement un sac à dos et les 400 $ que j'avais économisés pendant mes jobs d'été, j'ai entendu des cris provenant de ma maison. D'abord ma mère, puis mon père, puis tous les deux discutant frénétiquement de la façon dont ils allaient expliquer mon absence au Walsh. Le bus est arrivé à 7h15. Exactement à l'heure où Victoria et ses parents devaient sonner à notre porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Mais ce qui s'est passé pendant cette première semaine à Boston m'a presque complètement brisé. Et ce n'était que le début d'un voyage qui allait mettre à l'épreuve chaque fibre de ma détermination. Car pendant que mes parents faisaient face à l'humiliation d'expliquer ma fuite à leurs nouveaux partenaires commerciaux, je découvrais que survivre loin de chez moi, même avec une bourse, serait plus difficile que n'importe quel code que j'aurais jamais essayé de déchiffrer. La première semaine au MIT a été un choc qui m'a presque brisé. Ma bourse couvrait le logement, la nourriture et les livres, mais pas les urgences. Et les urgences, comme je l'ai rapidement découvert, étaient monnaie courante quand on était complètement seul à 18 ans. Mon colocataire, Derek, venait d'une famille riche du Connecticut. Alors que je rangeais mes maigres affaires dans un tiroir, il est arrivé avec 2 voitures remplies de meubles, d'appareils électroniques et de vêtements suffisants pour ouvrir un magasin. « Mec, où est le reste de tes affaires ?» m'a-t-il demandé en regardant mon unique sac à dos. « C'est tout », ai-je répondu en essayant de paraître décontracté. Le silence gênant qui a suivi m'a tout dit sur ce que serait ma vie sociale là-bas. Mais le véritable coup dur est arrivé 3 jours plus tard, lorsque mon téléphone a sonné pendant mon premier cours d'introduction à l'informatique. Nathan. C'était la voix de ma mère, mais différente. Froide. Calculatrice. Maman, je suis en cours. Plus maintenant. M'a-t-elle interrompu. J'ai appelé le MIT et leur ai expliqué que tu es mineur et que tu as fugué contre notre gré. Je leur ai également mentionné que tu souffrais de troubles psychologiques et avais des tendances autodestructrices. Mon sang s'est glacé. Tu as fait quoi? Tu as 48 heures pour rentrer à la maison et présenter des excuses en bonne et due forme à la famille Walsh. Sinon nous appellerons la police et nous t'accuserons de vol. Vol? Quel vol? L'ordinateur portable que tu as pris ne t'appartenait pas. Il appartenait à l'entreprise de ton père. Valeur estimée, 3 000 $. C'était un mensonge. J'avais acheté ce vieil ordinateur portable avec l'argent que j'avais gagné pendant l'été. Mais j'ai compris qu'ils étaient prêts à mentir, à me criminaliser, pour me forcer à rentrer. Vous avez également, a-t-elle poursuivi avec un calme terrifiant, violé d'importants accords familiaux. Les Walsh envisagent de poursuivre notre famille pour rupture de contrat. 50 000 $ de dommages et intérêts. La communication fut coupée d'un clic sec. Je m'assis dans le couloir du bâtiment universitaire, les mains tremblantes, voyant mon monde s'écrouler avant même d'avoir commencé. D'autres étudiants passaient à côté de moi, discutant avec animation de leurs projets et de leurs soirées, complètement inconscients du fait que ma vie était en train de s'effondrer. C'est alors que Jennifer Park s'approcha. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi sur le sol froid du couloir. Jennifer était américano-coréenne, boursière comme moi, et avait grandi dans un quartier difficile de Los Angeles. Contrairement à Derek et à la plupart de nos camarades, elle comprenait ce que signifiait se battre pour chaque opportunité. « Ma famille », ai-je murmuré, incapable de trouver la voix pour en dire plus. « Ah », a-t-elle dit, et d'une certaine manière, ce simple mot contenait toute la compréhension dont j'avais besoin. « Tu veux en parler ?» C'est cet après-midi-là, dans un café bruyant près du campus, que j'ai raconté toute mon histoire à quelqu'un pour la première fois. Jennifer m'a écouté sans me juger, me posant parfois des questions pratiques sur la chronologie et les détails juridiques. Premièrement, dit-elle quand j'eus terminé, c'est du chantage. Deuxièmement, tu as besoin d'un avocat. Troisièmement, tu n'es pas seul dans cette situation. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Le MIT propose des services juridiques aux étudiants. Et, ajouta-t-elle après une hésitation,
Ma sœur aînée est avocate à Boston. Elle travaille bénévolement pour des étudiants en difficulté. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir. Mais mes parents ne se sont pas arrêtés là. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, ils ont intensifié la guerre psychologique d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ils ont appelé mon conseiller pédagogique, affirmant que j'avais menti dans ma demande d'inscription au sujet de ma situation familiale. Ils ont envoyé des lettres au recteur de l'université, me décrivant comme un jeune homme à problème fuyant ses responsabilités. Plus douloureux encore, j'ai découvert qu'ils avaient engagé un détective privé pour me retrouver et me ramener à la maison. L'homme s'est présenté sur le campus, abordant mes camarades de classe, leur posant des questions sur mon comportement et ma stabilité mentale. « Tes parents s'inquiètent pour ta santé mentale », m'a-t-il dit lorsqu'il m'a finalement confronté à la bibliothèque. « Ils veulent juste que tu rentres à la maison pour recevoir de l'aide. » « Je n'ai pas besoin d'aide, » ai-je répondu en essayant de garder une voix ferme. « J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. »« Mon garçon, tu as 18 ans. Tu penses tout savoir, mais tu commets une erreur qui va ruiner ta vie. » C'est à ce moment-là, assis parmi des piles de livres de programmation dans la bibliothèque silencieuse du MIT, que quelque chose de fondamental a changé en moi. J'avais passé 18 ans à essayer d'être le fils qu'ils voulaient, à essayer de répondre à leurs attentes, à me conformer à leurs plans, à accepter leur définition du succès et de l'échec. Mais là, traqué comme un criminel pour avoir choisi mon propre avenir, j'ai réalisé une vérité dévastatrice. Ils ne me voyaient pas comme une personne. Ils ne m'avaient jamais vu. Pour eux, j'étais un investissement. Une police d'assurance. Un ticket d'entrée dans la haute société locale. Et lorsque l'investissement n'a pas rapporté les dividendes escomptés, ils étaient prêts à le détruire complètement. Vous savez quoi ? Ai-je dit au détective en fermant mon livre et en le regardant droit dans les yeux. Dites à mes parents qu'ils viennent de prendre la pire décision de leur vie. Comment ça, petit ? Ils pensaient me connaître. Ils pensaient savoir de quoi j'étais capable. Je me suis levé et j'ai rassemblé mes affaires. Mais ils ont passé tellement de temps à me traiter comme un bien qu'ils n'ont jamais pris la peine de découvrir qui j'étais vraiment. L'homme a ri, d'un rire condescendant. Et qui es-tu, alors ? Quelqu'un qui va leur prouver qu'ils avaient tort sur toute la ligne. Ce soir-là, j'ai appelé Jennifer et lui ai dit que j'étais prêt à rencontrer sa sœur avocate. Pas seulement pour me défendre, mais pour comprendre exactement quels étaient mes droits et comment je pouvais les protéger. J'ai également commencé à faire quelque chose qui allait changer le cours de ma vie. Tout documenté. Chaque appel menaçant, chaque tactique d'intimidation, chaque tentative de sabotage a été enregistrée, datée et classée. S'ils voulaient la guerre, ils l'auraient. Mais elle serait menée avec les armes que j'aurais choisies. L'information, la persévérance et le refus absolu d'abandonner. La rencontre avec Catherine Park, la sœur de Jennifer, a été révélatrice à bien des égards. « Nathan, m'a-t-elle dit après avoir examiné mes notes, vos parents ne cherchent pas seulement à vous forcer à revenir. Ils commettent plusieurs crimes fédéraux dans le processus. » Comment ça ? Extorsion, harcèlement, fausses déclarations aux autorités éducatives. Chaque appel menaçant, chaque tentative de nuire à votre réputation académique laisse une trace légale. Elle s'est penchée vers moi, l'air grave. Mais plus important encore, tu as quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Tu as un vrai talent. Catherine avait étudié mes projets de programmation, discuté avec mes professeurs, examiné mes notes. Ce qu'elle avait découvert m'a surpris. Le professeur Williams a dit que ton code pour le projet final était le plus innovant qu'il ait vu en 5 ans d'enseignement. Vous n'êtes pas seulement un bon élève, Nathan. Vous avez le potentiel d'être exceptionnel. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je me suis permis d'être vraiment fier de ce que j'étais en train de construire. Je vais vous faire une proposition, a poursuivi Catherine. Cessez de vous défendre et passez à l'attaque. Pas de manière violente, ni illégale, mais en remportant un succès absolu et indéniable. Que voulez-vous dire ? Deviens tellement brillant, tellement visible, que toute tentative de leur part pour te nuire ne fera que les rendre petits et vindicatifs. Cette conversation a semé le germe d'une idée qui allait devenir mon obsession. Je ne me contenterai pas de survivre loin de ma famille. Je prospérerai de manière si spectaculaire qu'il serait impossible d'ignorer à quel point ils avaient tort. Mais ce que Catherine ignorait, ce que je n'avais encore révélé à personne, pas même à Jennifer, c'était ce qui me motivait réellement pendant ces nuits blanches passées à étudier. Il ne s'agissait pas seulement de prouver que j'avais raison. Il s'agissait de m'assurer qu'un jour, lorsque je serais prêt, je pourrais retourner dans ma ville natale, non pas en tant que fils prodigue implorant le pardon, mais en tant qu'homme qu'ils avaient rejeté, devenu exactement ce qu'ils avaient toujours rêvé d'être. Et quand ce jour viendrait, l'expression sur leur visage lorsqu'ils me verraient descendre de mon jet privé ne serait que le début de la leçon que je passerais toute ma vie à planifier.
La conversation avec Catherine a complètement changé ma perspective. Au lieu de simplement me défendre, j'ai commencé à construire quelque chose qui rendrait toute attaque de mes parents insignifiante. Au cours des 3 mois qui ont suivi, je me suis plongé dans mes études avec une intensité qui a impressionné même mes professeurs les plus exigeants. Alors que les autres étudiants sortaient faire la fête le week-end, je passais des heures dans le laboratoire informatique à développer des projets qui allaient au-delà du programme de base. Ma première percée est venue lorsque j'ai créé un algorithme pour optimiser les systèmes d'inventaire en temps réel. Le professeur Williams a été tellement impressionné qu'il m'a mis en contact avec une start-up locale qui était confrontée exactement au même problème. Nathan, m'a dit le PDG de l'entreprise, David Chen, après une présentation de 20 minutes de mon projet, « Quel âge as-tu dit que tu avais » ? 18, ai-je répondu, en essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. Et depuis combien de temps programmez-vous ? Depuis l'âge de 13 ans. David et ses associés se sont regardés. Nous voulons acheter votre solution. Et nous voulons que vous travailliez avec nous en tant que consultant. Le contrat que j'ai signé cet après-midi-là m'a rapporté 5 000 $, plus d'argent que je n'avais jamais vu de ma vie. Mais plus important que l'argent, c'était la confirmation que mon talent avait une réelle valeur sur le marché. Pendant ce temps, mes parents ont intensifié leur tactique d'une manière qui m'a surpris par sa cruauté. J'ai découvert qu'ils avaient engagé un deuxième détective privé, cette fois pour enquêter sur ma stabilité mentale et recueillir des preuves que j'étais dangereusement instable. Il s'est présenté sur le campus en se faisant passer pour un journaliste intéressé par les jeunes prodiges et a tenté de me poser des questions pièges sur ma famille et ma santé mentale. Plus troublant encore, j'ai appris par Jennifer que quelqu'un avait appelé sa famille à Los Angeles, se présentant comme un conseiller pédagogique inquiet et posant des questions sur notre amitié et sur le fait qu'elle avait remarqué des comportements inquiétants chez moi. Ils essaient de monter un dossier pour te faire interner de force, m'a expliqué Catherine lors de notre deuxième réunion. S'ils parviennent à rassembler suffisamment de preuves d'instabilité mentale, ils peuvent demander une tutelle temporaire, même si tu es majeur. La froideur calculatrice derrière cette stratégie m'a choqué plus que tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de me forcer à rentrer à la maison, mais de détruire complètement ma crédibilité et mon autonomie. Mais ils ont commis une erreur, a poursuivi Catherine en ouvrant un épais dossier. Chacun de leurs gestes laisse des traces juridiques. Nous avons des preuves de harcèlement, de diffamation et de tentative d'ingérence dans votre éducation. S'ils vont plus loin, nous pouvons les poursuivre en justice et leur faire perdre une fortune. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait définir les 20 prochaines années de ma vie. Au lieu de me défendre ou de riposter juridiquement, j'ai décidé de faire quelque chose qui les rendrait complètement impuissants, devenir incontestablement prospères. J'ai commencé à documenter méticuleusement chaque projet, chaque note, chaque reconnaissance que je recevais. J'ai créé un portfolio numérique qui présentait non seulement mon travail technique, mais aussi ma capacité à résoudre des problèmes complexes et à générer une réelle valeur ajoutée. Plus important encore, j'ai commencé à construire un réseau de relations professionnelles qui s'étendait bien au-delà des murs du MIT. Le deuxième contrat m'est venu par l'intermédiaire de David Chen, qui m'a recommandé à une société de conseil qui avait besoin de quelqu'un pour moderniser ses systèmes existants. Le troisième m'est parvenu via le professeur Williams, qui a mentionné mon nom lors d'une conférence sur le secteur. Si vous suivez ce parcours fait de dépassement de soi et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé au cours des 2 années suivantes a complètement changé la donne entre ma famille et moi. Peu à peu, j'ai commencé à réaliser que je construisais quelque chose de bien plus grand qu'une carrière. Je créais une identité complètement indépendante de l'image que mes parents avaient de moi. Mais ils n'ont pas abandonné si facilement. 6 mois après avoir fugué, j'ai reçu un appel qui m'a presque brisé psychologiquement. Nathan. C'était la voix de mon père, mais différente. Plus faible, presque suppliante. Comment as-tu eu mon numéro ? Ton ami Derek nous l'a donné. Écoute, mon fils, ta mère est à l'hôpital. Mon sang s'est glacé. Que s'est-il passé ? Elle a fait une dépression nerveuse. Les médecins disent que c'est à cause du stress, de ce qui s'est passé entre nous. Elle n'arrête pas de pleurer et de répéter qu'elle a perdu son fils. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, toute ma colère et ma détermination ont vacillé. Nathan, tu dois rentrer. Elle a besoin de savoir que tu vas bien, que nous sommes toujours une famille. S'il te plaît. Juste une visite. Juste pour qu'elle voie que tu vas bien. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Pendant 2 heures, j'ai arpenté les couloirs du dortoir, oscillant entre une culpabilité dévastatrice et une suspicion grandissante. C'est Jennifer qui m'a aidé à y voir plus clair. Nathan, tu as dit que ta mère était passée maître dans l'art de la manipulation, n'est-ce pas ?
Qu'elle savait toujours exactement sur quel bouton appuyer pour obtenir ce qu'elle voulait? J'ai acquiescé lentement. Alors pourquoi ça serait différent maintenant? Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital que mon père m'avait indiqué. Il n'y avait aucune Margaret Turner hospitalisée là-bas, ni dans aucun autre hôpital de la région. L'appel avait été complètement fabriqué. À ce moment-là, toute trace de culpabilité ou de nostalgie familiale que je ressentais encore s'est complètement évaporée. Ils étaient prêts à simuler une urgence médicale pour me manipuler émotionnellement. C'est alors que j'ai compris que la guerre entre nous n'avait pas de règles. Et s'il n'y avait pas de règles, je pouvais aussi jouer pour gagner. J'ai commencé à planifier non seulement ma réussite professionnelle, mais aussi mon retour éventuel. Pas comme le fils prodigue demandant pardon, mais comme l'homme qu'ils avaient rejeté, revenant pour leur montrer exactement combien leur erreur leur avait coûté cher. Chaque projet que je terminais, chaque relation que je nouais, chaque dollar que je gagnais devenait une pièce sur l'échiquier que je construisais pour une partie qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de perdre. Car pendant qu'ils gaspillaient leur temps et leur énergie à essayer de me forcer à revenir au passé, je construisais systématiquement un avenir où leurs opinions et leur approbation deviendraient complètement insignifiantes. Et quand le moment serait venu, quand j'aurais construit quelque chose d'assez impressionnant pour qu'il soit impossible de l'ignorer, je rentrerais à la maison. Pas pour me réconcilier, mais pour leur montrer le véritable coût d'essayer de contrôler quelqu'un qui est né pour voler plus haut qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. 3 jours après notre première réunion, je suis retourné chez mes parents avec Michael, mon mari et associé, et notre fille de 5 ans, Emma. Cette fois-ci, je ne suis pas arrivé seul dans une voiture de location. Nous sommes arrivés dans un convoi qui comprenait mon assistant personnel, 2 avocats, un comptable et un détective privé qui m'avaient fourni des informations accablantes sur la situation financière actuelle de mes parents. « Nathan », a dit ma mère en ouvrant la porte, les yeux écarquillés à la vue du groupe de personnes en tenue professionnelle derrière moi, « nous ne nous attendions pas. »« Une délégation » ai-je complété en entrant sans y être invité. Eh bien, quand on est sur le point de faire une acquisition de 400 000 $, il est important d'avoir les documents appropriés. Mon père apparut dans la pièce, le visage visiblement pâle. Acquisition. Asseyez-vous, ordonnai-je tandis que mes avocats ouvraient leur dossier sur la table à manger qui avait été le théâtre de tant de batailles familiales 2 décennies plus tôt. Nous avons des questions importantes à discuter. Ce qui suivit fut la conversation la plus satisfaisante de ma vie d'adulte. J'ai découvert des choses intéressantes au cours de mes recherches sur vous. Ai-je commencé en feuilletant des documents méticuleusement classés. Par exemple, que l'entreprise de Robert Walsh, cette famille avec laquelle vous vouliez me marier, a fait faillite de manière spectaculaire il y a 15 ans. Fraude fiscale, blanchiment d'argent, toute l'entreprise s'est effondrée. Ma mère et mon père se sont regardés, visiblement mal à l'aise. Plus intéressant encore, ai-je poursuivi, j'ai découvert que vous aviez tenté de saboter mes relations personnelles même après mon départ de la maison. « De quoi parles-tu » a murmuré mon père. Mon détective privé a ouvert un dossier épais. Jennifer Park, ma meilleure amie au MIT. Vous avez appelé sa famille en vous faisant passer pour des conseillers pédagogiques et avez insinué que j'étais mentalement instable. Catherine Park, sa sœur avocate. Vous avez essayé de déposer une plainte contre elle auprès du barreau pour avoir mal conseillé un mineur. Ma mère était visiblement pâle. David Chen, le PDG qui m'a donné mon premier contrat de consultant. Vous avez appelé son entreprise en prétendant que j'avais volé la propriété intellectuelle de la famille. Heureusement, David était trop intelligent pour vous croire. Nathan, nous essayons seulement, commença mon père. Protégez vos investissements. L'interrompis-je. Parce que c'est ce que j'ai découvert à propos de l'accord avec les Walsh. Ce n'était pas seulement 50 000 $ que vous alliez recevoir pour mon mariage. C'était une participation de 20% dans leur entreprise, plus une maison de 200 000 $ comme dot familiale. Le silence dans la pièce était assourdissant. Vous m'avez littéralement vendu pour 350 000 $, ai-je poursuivi, ma voix restant calme et maîtrisée. Et quand j'ai refusé d'être une marchandise, vous avez passé des années à essayer de détruire chaque opportunité que je me créais. C'est alors que j'ai révélé le premier véritable rebondissement. Mais voici la partie intéressante, ai-je dit en ouvrant un autre dossier. Pendant toutes ces années, alors que vous gaspillez votre énergie à essayer de saboter ma vie, j'ai systématiquement racheté toutes vos dettes. Quoi ? A murmuré ma mère. L'hypothèque sur cette maison ? J'ai racheté le prêt bancaire il y a 3 ans par l'intermédiaire d'une filiale. Les prêts pour votre voiture ? Ils sont à moi. La carte de crédit que vous avez utilisée pour payer les frais médicaux de votre père après son opération cardiaque ? Elle est aussi à moi. Les mains de mon père tremblaient visiblement. Techniquement, ai-je expliqué avec la patience de quelqu'un qui enseigne les mathématiques élémentaires à un enfant,
je vous possède. Michael, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est penché en avant. Mais mon mari n'est pas une personne cruelle comme vous. C'est pour cela qu'il est ici pour vous faire une offre. J'ai posé un contrat sur la table. Option numéro 1. Je procède immédiatement au recouvrement de toutes les dettes. Vous perdez votre maison, vos voitures, tout. Compte tenu des clauses d'accélération et des intérêts courus, vous devez environ 600 000 $. Compte tenu de votre âge et de votre situation financière actuelle, vous ne pourrez jamais rembourser cette somme. Ma mère se mit à pleurer en silence. Option 2. Ai-je poursuivi, vous acceptez ce contrat. Je règle toutes vos dettes. Je paie les factures médicales en suspens et je verse 200 000 $ sur un compte de retraite qui vous garantira une vie confortable pendant les 20 prochaines années. Et en échange, a demandé mon père d'une voix presque inaudible. En échange, vous signez une déclaration complète dans laquelle vous avouez toutes les tentatives de sabotage de ma carrière et vous vous engagez à ne plus jamais interférer dans ma vie ou celle de ma famille. Et, a ajouté l'un de mes avocats, vous acceptez de suivre une thérapie familiale, payée par M. Turner, afin de travailler sur votre relation avec votre fils et votre petite-fille. C'est alors que ma mère a finalement explosé. C'est du chantage, a-t-elle crié en se levant brusquement. Non, ai-je répondu calmement, c'est la justice poétique. Vous avez essayé de me vendre pour de l'argent il y a 20 ans. Maintenant, je vous offre de racheter votre rédemption pour le même prix. Je ne signerai jamais ça, a-t-elle déclaré en croisant les bras. C'est alors que j'ai révélé le rebondissement final. Maman, ai-je dit en prenant Emma dans mes bras pour la première fois depuis notre arrivée, je veux te présenter ta petite fille. Emma, voici grand-mère Margaret dont je t'ai parlé. Emma a salué timidement. Grand-mère, papa m'a dit que toi et grand-père étiez désolés d'avoir été méchants avec lui quand il était petit. Le mot français qu'Emma avait utilisé, méchant, frappa ma mère comme une gifle. Emma parle aussi français, allemand et apprend le mandarin, expliquai-je avec désinvolture. Elle va dans une école privée qui coûte 60 000 $ par an. Michael et moi pensons que l'éducation et le choix sont les meilleurs cadeaux que nous puissions offrir à nos enfants. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. Vous avez 72 heures pour vous décider, a-t-il dit en rassemblant les documents. Passé ce délai, l'offre expire et je procède au prélèvement de tous les frais. Alors que nous nous dirigions vers la porte, mon père a enfin retrouvé sa voix. Nathan, attends. Je me suis retourné pour le regarder. Tu es devenu exactement l'homme que nous espérions que tu deviennes, a-t-il dit, les larmes coulant sur son visage. Réussi, prospère, respecté. Nous voulions juste que ce soit à notre façon. Papa, répondis-je en ajustant Emma dans mes bras, vous n'avez jamais voulu que je réussisse. Vous vouliez que je sois obéissant. Il y a une différence fondamentale. Je lâchai la bombe finale en ouvrant la porte. Ah, et Victoria Walsh? Elle m'a contacté sur LinkedIn il y a 5 ans. Elle voulait me remercier de lui avoir refusé de l'épouser. Apparemment, elle avait toujours su qu'elle était lesbienne, mais sa famille la forçait à se marier pour le cacher. Aujourd'hui, elle est avocate spécialisée dans les droits de l'homme, mariée à une femme merveilleuse et mère de 2 enfants adoptés. Le bruit des sanglots de ma mère a été la dernière chose que j'ai entendue lorsque la porte s'est refermée derrière nous. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Nathan. La voix de mon père était brisée, humble. Nous aimerions signer le contrat. Et commencer la thérapie. Si tu nous laisses encore faire connaissance avec Emma comme il se doit. En rentrant à l'aéroport dans ma voiture de location, le contrat signé sur le siège passager, je me suis rendu compte que la vengeance la plus douce n'avait pas été de prendre leur argent ou d'exposer leur hypocrisie. Elle avait été de prouver que le fils qu'ils avaient rejeté comme un échec était devenu précisément l'homme qu'il rêvait d'être, mais qu'il n'avait jamais eu le courage ou l'intégrité suffisante pour devenir. Et maintenant, enfin, nous allions avoir la chance de découvrir s'ils étaient capables d'aimer l'homme que j'étais devenu, plutôt que la marionnette qu'ils avaient essayé de créer. 6 mois plus tard, notre première séance de thérapie familiale fut exactement aussi inconfortable que je l'avais prévu. Nathan a raison au sujet de notre tentative de le contrôler, a admis ma mère à la thérapeute, les mots sortant difficilement. Nous avons traité notre fils comme une transaction commerciale plutôt que comme une personne. Mon père, assis raide à côté d'elle, a ajouté « Nous avons passé 20 ans à essayer de justifier l'injustifiable. Nous avons chassé notre fils parce qu'il a osé avoir ses propres rêves. » Emma, qui jouait silencieusement avec ses blocs de construction dans un coin de la pièce, levait parfois les yeux pour observer les adultes parler de leurs sentiments. Pour elle, ces séances n'étaient qu'un moment privilégié avec papy et mamie. « Nathan, demanda le docteur Sarah Wilson, comment te sens-tu en entendant cela ? » Soulagé,
répondis-je honnêtement. Pendant 20 ans, j'ai porté en moi le doute que j'avais peut-être tort. Que j'aurais peut-être dû être plus obéissant, plus reconnaissant. La transformation ne fut pas instantanée, mais elle fut réelle. 3 mois de thérapie hebdomadaire ont révélé des couches de dynamique familiale que personne d'entre nous n'avait complètement comprises. Ma mère, avons-nous découvert, avait grandi dans une extrême pauvreté et développé une obsession pour la sécurité financière qui avait faussé sa vision de la réussite. Mon père avait été élevé par un homme autoritaire et n'avait jamais appris à remettre en question l'autorité ou à défendre ses propres convictions. Cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait, mais cela l'expliquait. « Vous m'avez fait le plus beau cadeau qui soit », ai-je dit à la docteure Wilson lors de notre 10e séance. En me rejetant parce que je suivais mes propres rêves, vous m'avez appris à ne jamais faire cela à Emma. Le véritable test est venu quand Emma a eu 6 ans et a exprimé son intérêt pour 3 activités complètement différentes. La danse classique, la programmation pour enfants et les cours de cuisine. « On peut faire tout ça ?» a-t-elle demandé avec cette innocence enfantine. « Bien sûr », ai-je répondu sans hésiter. « On va essayer tout ça et on verra ce que tu préfères. » Ma mère, qui était en visite ce week-end-là, a observé la scène en silence. Plus tard, pendant qu'Emma dormait, elle s'est approchée de moi dans la cuisine. « Tu es un meilleur père que nous ne méritons en tant que grands-parents », m'a-t-elle dit, les mots lourds de sens. « Ce n'est pas une question de mérite », ai-je répondu. « C'est une question de choix. » Le bureau de Pittsburgh a prospéré au-delà de mes espérances. Ironiquement, mon père est devenu l'un de mes employés les plus précieux. Son souci du détail et ses relations authentiques avec les clients étaient exactement ce dont notre service clientèle avait besoin. Je n'aurais jamais pensé travailler pour mon propre fils, m'a-t-il avoué lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires, devenu une tradition. Techniquement, tu travailles avec moi, l'ai-je corrigé. Nous formons une équipe maintenant. Le changement le plus significatif est survenu lorsqu'Emma a eu 7 ans et a décidé qu'elle voulait comprendre la triste histoire de papa. Nous nous sommes assis ensemble dans le jardin de la maison que Michael et moi avons achetée à Pittsburgh, dans la même rue où j'ai grandi, mais 5 maisons plus loin, et je lui ai expliqué, d'une manière adaptée à son âge, les choix, les conséquences et le pardon. « Grand-père et grand-mère ont fait beaucoup d'erreurs quand tu étais petit », m'a-t-elle demandé. Oui, ils ont commis de graves erreurs. Mais maintenant, ce sont de bons grands-parents. Maintenant, ils apprennent à l'être. Et tu leur as pardonné. J'ai marqué une pause, réfléchissant à la question avec toute l'attention qu'elle méritait. J'apprends à pardonner, ai-je répondu. Pardonner ne signifie pas faire comme si les mauvaises choses ne s'étaient pas produites. Cela signifie choisir de ne pas laisser la douleur du passé contrôler notre avenir. Emma acquiesçait avec le sérieux que seuls les enfants peuvent apporter à des concepts complexes. Papa, dit-elle enfin, tu es très intelligent. Pourquoi? Parce que tu as transformé une histoire triste en une belle histoire. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai réalisé qu'Emma avait résumé en quelques mots ce que j'avais mis des années à comprendre. Ma vengeance la plus puissante n'a pas été de racheter les dettes de mes parents ou d'exposer leurs tentatives de sabotage. Elle a été de briser le cycle de contrôle et de créer une famille fondée sur l'amour inconditionnel et le respect mutuel. Aujourd'hui, à 38 ans, je dirige une entreprise évaluée à 500 millions de dollars. Je suis marié à une femme avec qui je forme un véritable partenariat et j'élève ma fille en lui apprenant que ses rêves comptent. Mes parents, aujourd'hui âgés de plus de 70 ans, passent leur dimanche avec nous, regardant Emma construire des tours de plus en plus élaborés avec ses blocs, lui offrant parfois des suggestions qu'elle examine attentivement avant d'accepter ou de refuser poliment. Nathan, m'a dit ma mère dimanche dernier, en regardant Emma expliquer patiemment à Michael comment sa tour fonctionnerait comme un ascenseur pour les fées. Comment as-tu réussi à être si patient avec nous? J'ai appris que la colère est utile pour motiver le changement, ai-je répondu, mais le pardon est nécessaire pour construire quelque chose de durable. La dernière fois que j'ai parlé à Victoria Walsh, désormais Victoria Chen, c'était il y a 6 mois, lorsqu'elle m'a félicité pour mon article dans Forbes sur les entrepreneurs qui donnent la priorité à leur famille. Merci d'avoir dit non, m'a-t-elle écrit. Si nous nous étions mariés, aucun de nous n'aurait trouvé le vrai bonheur. Elle avait raison. Ce mariage arrangé aurait détruit non seulement mes rêves, mais aussi les siens. Parfois, la plus grande bonté est d'avoir le courage de décevoir ceux que nous aimons pour protéger notre authenticité. Si cette histoire de dépassement de soi, de pardon et de construction d'un avenir meilleur vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont transformé leur plus grande souffrance en plus grande victoire. Car au final, j'ai découvert que le succès le plus durable ne vient pas du fait de prouver que nous avions raison, mais d'utiliser notre victoire pour créer un monde où davantage de personnes peuvent choisir leur propre voie sans craindre d'être rejetées. Emma ne sait pas encore qu'elle est l'héritière d'un demi-milliard de dollars. Mais elle sait, avec une certitude absolue, qu'elle est aimée telle qu'elle est,
avec ses rêves et tout le reste. Et j'ai compris que c'est le seul héritage qui compte vraiment.